Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on reprend la série des instincts de survie dans le cadre de ce challenge solo difficile avec les truands qui met en jeu du coup le truand de la campagne moyennant un pool de cartes cumulatives comme vous me l'avez demandé notamment sur le Discord. Comme d'habitude, investigateur, le deck basique et discussion autour de quelques améliorations pour le deck. Aujourd'hui, on entame donc l'investigateur Sefina Rousseau dans le cadre du renouveau de la route de Carcossa. Sefina Rousseau, c'est le truand du coup de la campagne du même nom, qui a 4 de volonté, 2 d'intelligence, 2 en force, 4 en agilité, qui a les traits artiste, forcé quand vous devriez piocher votre main de départ, piochez 13 cartes à la place. Choisissez jusqu'à 5 événements à placer sous cette carte et conservez 8 cartes comme main de départ, défaussez le reste. Vous ne pouvez pas effectuer de mulligan. Pour une action, choisissez un événement sous cette carte et piochez-le. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Son Elder Sign plus 3. Vous avez le droit de choisir un événement sous cette carte et de le piocher. Elle a 5 points de vie et 9 points de santé mentale. Avec une taille de deck de 33, légèrement supérieure à la plupart des investigateurs, une construction du deck des cartes truands de niveau 0 à 5, des cartes neutres niveau 0 à 5 et des cartes mystiques de niveau 0 à 2, donc un biclassage dit classique truand mystique. Et dans les exigences du deck, 3 exemplaires de sa signature le monde peint, un exemplaire de sa faiblesse signature les étoiles des Yad, Yad, et une faiblesse de base au hasard. Voilà, donc que dire sur Sefina Rousseau, au-delà du fait que vous pouvez allègrement aller voir le recherche ésotérique que Omen a réalisé sur Sefina Rousseau, qui est très bien détaillé, qui est vraiment très précis et qui propose de très bonnes cartes, de très bonnes idées pour construire des decks autour de Sefina. Alors avec une collection évidemment plus complète et bien plus avancée que simplement la boîte de base Dunwich et Carcossa, néanmoins pour tout joueur qui souhaiterait approfondir le sujet de Sefina Rousseau, il est intéressant de se reporter à cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Mais bon, en ce qui nous concerne, pour faire un rapide tour de l'investigateur, on voit clairement qu'elle va privilégier l'emploi des événements. Étant donné qu'elle doit en placer 5 sous elle, il serait vraiment dommage de devoir défausser des cartes de sa main de départ. Il faut donc avoir un certain nombre d'événements dans son deck pour s'assurer d'en avoir à tout le moins 5, sans compter le monde peint, dans sa main de départ. Pour ça, en gros, il faut se dire que plus ou moins la moitié de votre deck doit être constitué d'événements. Plus ou moins. On va dire qu'à compter de 14 événements, c'est intéressant et vous avez de fortes chances d'avoir 5 événements au-delà du monde peint dans votre main de départ. Et au plus vous dépassez ces 14 événements, 15, 16, etc., au plus vous aurez de probabilités de le faire. Néanmoins, il faut toujours tâcher de garder un équilibre avec les soutiens puisque vous n'allez pas pouvoir travailler que avec des événements. Ça va être très compliqué ou alors il va s'agir d'un deck building vraiment très spécifique et qui va certainement nécessiter une collection un peu plus poussée que simplement ces 3 premières campagnes. Un élément qui est très important avec ces finales, du coup, c'est cette fameuse pioche initiale qui lui permet de piocher un peu plus d'un tiers de son deck. 13 cartes, c'est énorme. Alors oui, effectivement, il y en a 5 qui vont sous elle, mais vous choisissez quelles cartes vont sous elle déjà, et quelque part, d'une certaine façon, moyennant sa capacité, c'est une pioche sélective. Vous savez ce que vous allez piocher, et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, contrairement à l'action piocher une carte. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Sefina peut donc se permettre d'avoir peut-être quelques cartes en un seul exemplaire, et à tout le moins essayer de jouer plus tard sur des mécaniques de cartes que d'autres truands ou d'autres investigateurs ne joueraient pas, comme par exemple les tarots. Au niveau du deck building, à mon sens, c'est on va dire, des consignes de deck building assez complémentaires. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté la classe truand, qui est connue pour son gain d'action et pour ses ressources, son gain en ressources, puisqu'on a vu auparavant, on avait Skits et on avait Genie, et on avait des cartes qui permettaient, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, de, on va dire, améliorer, développer, dans un certain sens, essayer de maximiser leurs capacités respectives. Avec Sefina, on vient prendre cet aspect-là qui vient fluidifier le jeu, qui vient dynamiser l'action,
avec la classe des mystiques qui, elle, pour le coup, est connue pour avoir des soutiens qui coûtent cher, qui sont, on va dire, mis en jeu moyennant un coût en ressources élevé, avec des effets certes très puissants, mais qui nécessitent une mise en place assez importante. Et donc de ce point de vue-là, le fait de pouvoir tantôt gagner des actions, tantôt gagner des ressources de façon plus importante qu'un mystique, vient fluidifier ce personnage qui est Sefina Rousseau. C'est vraiment pour moi une très bonne complémentarité que les designers du jeu ont réalisé ici avec Sefina. Enfin, dernier élément clé, c'est un personnage qui est très défensif, on le voit avec ses deux stats dites passives, défensives, qui sont à 4 et ses deux stats offensives, l'intelligence et la force, qui sont à 2. Je reviens un peu sur cet aspect-là. Les stats offensives sont celles qui sont, on va dire, proactives, celles pour lesquelles on va réaliser des tests de façon volontaire pour faire avancer le jeu, soit en cherchant des indices, en enquêtant, soit en essayant de terrasser des ennemis via des tests de force. On dit que la volonté et l'agilité sont des compétences plutôt défensives. Encore une fois, en dehors de la classe des mystiques, la volonté est surtout employée pour, on va dire, contrer, ne pas subir, réussir les tests du deck de rencontre. Et l'agilité est là pour fuir les ennemis, ce qui ne résout pas entièrement le problème, quand bien même, on l'a vu, l'archétype fuite peut marcher, surtout en solo, et a fortiori avec des truands. Là-dessus, on insiste aussi sur le fait que Sefina a une petite santé, beaucoup de santé mentale, contrairement à la plupart des truands, mais une petite santé, ce qui fait qu'il va falloir faire attention au niveau des ennemis. Bon, après ça tombe bien, on va la jouer dans le cadre de la route de Carcosa qui distribue les horreurs à foison et est un peu plus légère au niveau des dégâts. Sa carte signature, le monde peint, est un événement qui a une icône de volonté, une icône d'agilité, une icône libre, qui a les traits sort, deck de Sefina Rousseau uniquement, ne peut être placé sous Sefina Rousseau, évidemment, sinon ça créerait des redondances un peu trop puissantes par rapport à Sefina. Jouer le monde peint comme s'il s'agissait de la copie exacte d'un événement non exceptionnel situé sous Sefina Rousseau. Retirer le monde peint de la partie au lieu de le défausser. On a là une carte signature en 3 exemplaires qui est forte, mais qui est bien équilibrée par le fait qu'elle est mise hors jeu une fois qu'elle aura été utilisée. Ce qui veut dire que vous pouvez l'attribuer, elle ne sera pas mise hors jeu, enfin retirée de la partie. Elle sera placée dans votre pile de défauts, et si jamais vous arrivez à recycler votre deck, vous pourrez à ce moment-là la jouer et la retirer de la partie. C'est une petite nuance, attention, il faut bien l'avoir à l'esprit. Et évidemment, autre nuance, les événements exceptionnels ne marchent pas avec le monde peint. On pense évidemment à un atout dans la manche. Ça ne pourra pas aller avec le monde peint, même si on peut le mettre sous Sefina pour pouvoir le piocher via sa capacité. Attention. Enfin, les étoiles des Yad ou Yades, selon comment on veut le prononcer. C'est une malédiction. Révélation, prenez un événement au hasard sous Sefina Rousseau et retirez-le de la partie. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât et une horreur. Si votre deck contient au moins 5 cartes, mélangez les étoiles des Yad dans votre deck au lieu de le défausser. Bon, c'est une faiblesse qui fait débat au sein de la communauté francophone du jeu. Certains estiment qu'elle n'est pas si embêtante que ça. Pour ma part, j'estime que cette faiblesse est une véritable plaie. Autant ça ne se sent pas dans les débuts de Sefina avec une collection limitée, autant quand vous commencez à avoir une collection importante avec pas mal de solutions de pioche, les étoiles des Yad reviennent très souvent et on voit là toute la puissance de ces faiblesses récursives qui vous embêtent quasiment jusqu'à la fin de votre deck ou jusqu'à la fin de votre partie. Et c'est vrai que c'est quand même assez embêtant par rapport à des faiblesses qui, elles, sont beaucoup moins, on va dire, fréquentes, qui ont des effets autres. Parce que là, effectivement, vous allez me dire, défausser un événement sous elle, c'est pas un drame. Oui, mais ça vient clairement gripper la machine de Sefina, déjà. Donc c'est une faiblesse qui vise spécifiquement et de façon très habile, en fait, ce qui fait le personnage de Sefina, puisque d'une part, ça va vous enlever ces fameux événements que vous allez pouvoir parfois piocher, mais surtout, ça va venir rendre votre monde peint plus ou moins inutile, si ce n'est pour leurs icônes. C'est un peu dommage. Et par ailleurs, une fois que vous n'avez plus d'événements sous Sefina, eh bien, ça commence à attaquer votre santé et votre santé mentale. On va dire que si ça va attaquer que la santé mentale, je dis pas, mais comme ça fait quand même un dégât aussi, alors certes, c'est pas un dégât direct, mais bon, encore une fois, Sefina n'a pas une grosse santé, donc je trouve qu'elle est quand même assez embêtante. Mais bref,
Passons maintenant au deck. Évidemment, je vous le rappelle, on joue là avec une collection limitée, c'est-à-dire avec la boîte de base, avec Dunwich, Carcosa et les starter decks des investigateurs. Évidemment, précision, on joue aussi avec les renouveaux. Voilà, pour un peu étoffer le jeu, parce que j'ai choisi de jouer aussi les renouveaux, et effectivement, jouer les renouveaux sans leur carte, ce serait un peu dommage. Et donc, on va pouvoir commencer à discuter du coup de la création du deck. Alors, pour faire le deck, on va un peu partir par module, quelque part, et on va essayer de voir un peu ce qu'on va faire avec ça. Alors, petite précision, hein, sur ArkhamDB, vous pouvez tout à fait choisir du coup la collection. Vous voyez bien, j'ai choisi les boîtes de base, avec la boîte aussi de base revisitée. Même si moi, personnellement, j'ai que la boîte de base en 2 exemplaires. On prend tout Dunwich, tout Carcosa, on ne prend pas le reste et on vient chercher les renouveaux plus les packs de Winifred et Jacqueline. J'ai pas pris les autres parce que comme on n'a pas de carte à ce stade-là du jeu qui vient nous permettre d'aller piocher dans les autres classes, ça ne sert à rien de les cocher. Et particularité, encore une fois, comme à ce moment-là du jeu, les tabous ne sont pas encore sortis, ça ne tardera pas, mais ils sont encore sortis, je joue sans tabou. Bon, déjà, la contrainte est assez compliquée comme ça. Bon, on va commencer déjà par tout ce qui est enquête. Dans tout ce qui est enquête, Séphina, en gros, qu'est-ce qu'elle peut prendre à ce stade-là du jeu? Eh bien, de toute façon, elle peut prendre les lampes torches. Hop, on en met 2. Elle peut prendre les outils de crochetage qui sont arrivés avec la boîte de base revisitée. Winifred, pardon. Donc on va en prendre 2 au début. Hein. Elle peut prendre aussi le rituel de recherche. Alors, le rituel de recherche de niveau 0, il est là. Hop. En enquête, au niveau des soutiens, c'est tout ce qu'il y a. Après, en matière d'événements, est-ce que ça marche si on met... Non. Je voulais voir si les filtres en français marchaient. Non. Enquête. Non. Bon. Et si on met... Investigate. Non plus. Bon. Donc du coup, les filtres en français ne marchent pas super bien, mais bon, bref. Bon, de toute façon, on le sait. On va aller chercher attiré par la flamme, voilà. Et au-delà d'attirer par la flamme, à ce stade du jeu, on n'a pas grand-chose. Hein. On n'a même rien du tout. Non. Destiné par elle, creuser trop profondément, non. Attirer. Non. C'est à peu près tout ce qu'on a en matière d'enquête. Donc pour l'instant, on va en rester là. On verra après par la suite si on en enlève ou pas. Au niveau de la gestion des ennemis de façon pérenne, on a d'intéressant parce que encore une fois, il faut bien prendre en compte les stats de Séphina. On a évidemment le flétrissement, la flamme azurée. On a... alors après oui, pour échapper, on a ineffable vérité, en effet, ça peut se discuter. Sur la gestion des ennemis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Derringer 41, qui est dans le deck proposé par FFG. Attention, hein. Attention. Le coup de poing américain, mais bon, je vais pas vous faire l'affront de mettre le coup de poing américain dans mes premières cartes. Hein. Honnêtement, oui, on a le cran d'arrêt aussi, mais bon, encore une fois, avec un 2 en attaque, ça sert pas trop à grand chose, voire à rien du tout. Bon, évidemment, on a le petit couteau aussi. Hein. Le couteau, bon, franchement, pas. Pour moi, je l'envisage pas du tout. Encore une fois, elle a que 2 en force, c'est même pas la peine de l'envisager. Il faut au moins un boost de +2 avec les Derringer. Donc au niveau de la gestion des ennemis par les soutiens, je pense qu'on est bon. Après voilà, en termes d'événements, on a l'attaque par derrière qui utilise l'agilité à la place de la force, ça c'est quand même intéressant. L'attaque par surprise, une fois qu'on a esquivé, enfin qu'on a échappé à un ennemi, lorsqu'il est incliné, c'est quand même pas mal. On a Kuba qui peut nous permettre aussi d'échapper à un ennemi pour gagner en tempo. En ajoutant notre agilité à notre force, ça fait quand même 6. C'est pas mal, hein, franchement. Ah si, il y avait dérobé en termes d'enquête. J'avais oublié. Dérobé ouais, avec le pack de Winifred de Mamok. On a la tempête des esprits pour la gestion des ennemis. Après, oui, on a la lumière aveuglante
qui quand même utilise, ah non, utilise la volonté à la place de l'agilité. Donc bon, c'est pas non plus fou. Après, le fait de perdre une action, sachant qu'on commence déjà avec 3 crânes dès le premier scénario, qu'on rajoute en cours de scénario 1, 2 jetons, ça fait quand même 6 jetons au total sur 18. Bon, ça fait un tiers de chance de prendre un jeton. C'est lumière aveuglante, perdre une action, on va pas le faire quand même, hein. Je crois que sur la gestion des ennemis, on est pas mal. Euh, on va, on va réfléchir un peu en termes de ressources, parce qu'évidemment tout ça doit se payer. Ce qui est pas mal, c'est entrer par réfraction, qui nous permet à la fois d'échapper à un ennemi et de gagner des ressources. Évidemment, on a les planques. On a d'intéressants... Euh, non. Libérer l'âme. On a libéré l'âme pour les sorts, si jamais on en a beaucoup. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Oui, on a se faufiler aussi pour échapper à un ennemi. Bon, ça nous fait échapper avec une compétence de 6. C'est à peu près comme... c'est la même chose que pour Kuba. On peut l'envisager, même si c'est une solution, je veux dire, plus que temporaire, hein. Bon, évidemment, les sorts de protection, c'est même pas... Enfin, c'est hors catégorie, mais c'est évident qu'il en faut. Bon, évidemment, avec tout ça, on n'est pas plus avancé que ça, parce que bon, on a déjà dépassé notre limite de deck, et on n'a même pas d'alliés, on n'a pas de compétences, on n'a rien du tout. Il va donc falloir chercher à réfléchir et orienter notre deck, sachant que voilà, c'est Fina, elle a ses 2 compétences fortes, la volonté et l'agilité. Il va falloir voir qu'est-ce qu'on va vouloir privilégier comme boost, sachant que à ce stade du jeu, en fait, aucune carte niveau 0 ne booste l'agilité. Ce qui fait que paradoxalement, quand Sefina est sorti, il était très compliqué de la jouer en tant que truand, surtout au niveau 0. Et il était quand même bien plus facile de la jouer en tant que mystique, parce qu'en tant que mystique, on a quand même pléthore de possibilités pour la booster. On a par exemple la clé de Saint-Hubert pour la booster. On a David Renfield qui arrive avec ce pack-là pour la booster, et en plus nous donne des ressources. D'une certaine façon, on a Dario Lamine aussi, qui la booste et qui fonctionne aussi avec les ressources, même si la dynamique est un peu différente. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là-dessus? On a la robe de la nuit éternelle qui nous permet en fait de moins payer des sorts et d'avoir de quoi tanker. Donc on voit bien quand même que elle a quand même pas mal de moyens de se booster. C'est fina, et surtout en volonté et non pas en agilité. On a aussi le pendule de cristal qui arrive avec Jacqueline, et on a évidemment le Saint-Rosaire. Et c'est assez fou, hein, on le voit, parce que en gros, au-delà de ses premiers alliés et de Léo Deluca, bon, on a Joe. Joe, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire, à ce stade du jeu. On a Lonely qui donne de la force, mais honnêtement, c'est rien. Ah, j'ai oublié le Mother, mais bon, il fait que plus en force, c'est pas la folie. Donc à partir de là, on va déjà essayer de voir vers quelle direction on va vouloir envoyer Sefina. Et encore une fois, il est clair, au vu des boosts disponibles, et sachant qu'on joue en difficile, qu'il est improbable d'aller la jouer pleinement vers l'agilité. On va peut-être pouvoir le faire de temps à autre, mais il n'est pas envisageable de le faire de façon, on va dire, pérenne. Du coup, il va nous falloir choisir. Donc, on va évidemment partir sur les boosts de volonté et donc aller chercher plutôt les choses qui jouent sur la volonté. Dans ce qui booste la volonté, déjà, on a le choix entre la clé de Saint-Hubert, le pendule de cristal, le Saint-Rosaire. Bon, le pendule de cristal, vous avouerez que on n'a pas de capacité d'anticiper ce qu'on pioche, donc c'est mort. Le Saint-Rosaire nous donne un boost en volonté et nous donne de la santé mentale en plus, ce que fait aussi indirectement la clé de Saint-Hubert, mais qui booste aussi notre intelligence. Alors elle coûte plus cher, certes, mais euh, la capacité de soin est intéressante. Et par ailleurs, le fait de booster un peu l'intelligence, si jamais on est amené à garder les lampes torches, c'est quand même intéressant. Donc en première instance, même si la clé de Saint-Hubert est plus chère, j'ai envie de garder le Saint-Rosaire. Qui plus est, ce choix se fait aussi
par rapport au choix de l'allié. Entre Dario Elamine et David Renfield, vous serez la plupart, ou si ce n'est tous, d'accord que Dario Elamine, à ce stade du jeu, n'est pas très jouable. C'est très compliqué d'arriver à avoir 10 ressources sans les utiliser, surtout encore une fois en solo difficile, pas se booster et pas payer de choses, c'est un peu compliqué. Donc il est clair que Dario s'en va, ce qui fait que David va être une mana ressource dès le début de la partie, ce qui va nous permettre de payer la clé de Saint-Hubert. Donc pour l'instant, on va enlever le Saint-Rosaire, on va garder la clé de Saint-Hubert, et on verra bien si on en reste là. Au niveau du coup des sorts, parce qu'on en a quand même 4, surtout encore une fois on garde à l'esprit le fait qu'on va jouer Carcosa. C'est un deck que je vous propose pour jouer Carcosa, et on pense notamment à ce fameux premier scénario qui est une véritable purge à mon sens. Échapper aux ennemis dans ce scénario, c'est pas possible. C'est physiquement possible, ou en tout cas de temps à autre, pourquoi pas moyennant l'agilité, mais jouer un sort pour ça au début de cette campagne, avec tous les ennemis qui pop partout, qui ont pas mal de points de vie et avec quelques chasseurs, honnêtement la fuite au début, surtout sur le premier scénario, n'est pas envisageable à long terme. Donc pour moi on enlève le sort ineffable vérité. Pour choisir entre la flamme azurée et le flétrissement, quoique attendez, on va quand même aussi parler un peu des événements. Kuba, faire un dégât, alors à part les rats, il n'y a pas grand chose qui n'a qu'un seul point de vie. Et si on le fait avec des rats, et si on réussit avec une différence de 2 ou plus, on lui échappe, ça sert à rien. Donc Kuba pour moi ne sert à rien, ici. En tout cas n'est pas judicieux. À l'instar de ce faux filet, payer 2 pour fuir avec un total de 6. C'est pas ce que je préfère. Clairement, si on avait eu 7 d'emblée, pourquoi pas. Et le souci, c'est que, ok, j'ai la clé de Saint-Hubert qui va me booster mon intelligence, qui va me pousser à 7, mais qui me dit que je vais avoir ma clé de Saint-Hubert dès le début? C'est un peu tendancieux. La tempête des esprits, franchement, c'est trop cher. Et comme je l'ai dit, avoir quand même un tiers de possibilité de choper un symbole en début de campagne, et de s'infliger un dégât, Sefina est beaucoup trop fragile pour jouer la tempête de l'esprit. Dero, non, on parlera après de l'enquête. Entrée par effraction, pour moi, reste dans le deck, encore une fois, pour échapper à, on sait jamais, et gagner 2 ressources, c'est toujours utile. Pour des choses qui sont pas très fortes en agilité, ça peut être intéressant. Alors, venir utiliser des actions pour infliger 2 dégâts à un ennemi dans le lieu alors que je l'ai déjà fui. Déjà que je dis que la fuite, c'est pas ce que je vais privilégier. C'est peut-être pas ce qu'il faut. Alors oui, l'attaque par derrière coûte cher. Mais point particulier, l'attaque par derrière fait 3 dégâts en cas de réussite. Et vous comprendrez que dans le cadre de la campagne de Carcosa, 3 dégâts d'un coup, ça veut dire qu'on gère l'homme au masque blême d'un coup, via le combat. Parce qu'encore une fois, la capacité de l'homme au masque blême, c'est pour une action, il faut enquêter, et le lieu dans lequel on est a plus de valeur occulte. Donc comme il faut enquêter avec l'homme au masque blême, on va dire que c'est plutôt compliqué de venir chercher... Là, il est là, l'homme au masque blême. Voilà, votre lieu gagne plus de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, vainquez l'homme au masque blême au lieu de découvrir des indices. Avec 2, voire 3 en intelligence, honnêtement, c'est pas envisageable. Donc, surtout sur le premier scénario, on va devoir envisager de gérer par l'attaque l'homme au masque blême. Donc, je vais garder l'attaque par derrière, qu'il va falloir du coup chercher à booster à un moment ou un autre. Alors, on est en solo, il n'y a pas non plus tant d'ennemis que ça. Donc avoir 4 sorts de combat, ça c'est pas forcément très utile. Là, on est dans Carcosa, donc il y a beaucoup de symboles. Donc effectivement, le flétrissement, c'est pas fou. Par contre, la flamme azurée, malheureusement, elle nous fait subir des dégâts. Et encore une fois, on n'a que 5 points de vie. Donc clairement, même si je sais que la campagne met vraiment l'accent sur les horreurs, j'ai 9 points de santé mentale, j'ai la clé de Saint-Hubert qui va me soigner, j'ai David Renfield qui peut aussi prendre une horreur. Bon, honnêtement, là c'est plus une affaire de sensibilité, mais à mon sens, il vaut mieux garder le flétrissement et se défaire de la flamme azurée. Encore une fois, on est en solo, pas besoin d'avoir 4 sorts de combat, 2 sorts de combat soutien, donc 2 flétrissements
plus 2 événements, c'est déjà pas mal. Après, on verra par la suite si on rajoute un petit quelque chose. Le Derringer, honnêtement, mis à part pour gérer des rats, ça sert à rien. Donc honnêtement, on le vire. Faut pas chercher. Donc on voit qu'on a déjà pas mal rebaissé. Mais d'emblée, ce qu'on voit, c'est que Libérer l'âme ne joue que sur le sort de protection et les deux sorts qu'on a là. Donc c'est pas foufou, Libérer l'âme. Alors après, vous allez me dire, il y a 2 icônes de volonté, donc c'est peut-être pas trop mal. Mais ce qui est sûr, c'est que la robe de la nuit éternelle ne sert ici à rien, parce qu'elle est chère. Il me faudrait poser 3 sorts avant de la rentabiliser. Donc 1, 2, 3, vous allez me dire, ça se fait. Mais pour autant, ça va mettre beaucoup de temps. Et en solo, surtout sur ce premier scénario, le BC de rideau, on va avoir besoin de beaucoup de tempo. Alors oui, il y a 2 points de vie, mais honnêtement, c'est trop cher et il n'y a qu'une icône d'agilité, ça ne sert à rien. Mieux vaut garder des icônes de libérer l'âme et jouer libérer l'âme pour, on va dire, fluidifier tout ça. Donc on a pas mal baissé. Au niveau de l'enquête, lampe torche outil de crochetage, bon bah malheureusement on peut, à mon sens, on peut pas vraiment faire sans. La lampe torche, c'est juste un must-have pour tous les lieux à 2. Et moyennant la clé Saint-Hubert, peut-être tenter de faire un lieu à 3 contre 1. Bon, ce sera compliqué, il ne faudra pas trop le tenter, mais bon, on sait jamais. Les outils de crochage, bah oui, on enquête qu'à 6. Potentiellement avec la clé de Saint-Hubert, on enquête à 7. C'est pas la folie. Si on arrive à gratter 1 ou 2 indices comme ça, ce sera pas mal. Après, les valeurs occultes dans le premier scénario sont assez élevées, donc bon, peut-être qu'on enlèvera, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dérober, bah, oui, c'est mieux, mais découvrir 2 indices supplémentaires en solo, franchement, quel intérêt de venir utiliser 4 ressources pour découvrir 3 indices alors qu'on est en solo et qu'il y a, allez, peut-être qu'il y a un lieu dans toute la campagne, si je me souviens bien, où il y a 3 indices dessus. Honnêtement, faut pas aller de ce côté-là. Alors, bon, là, tirer vers la flamme, c'est un must-have, surtout qu'on a 4 en volonté, potentiellement 6 avec David et la clé de Saint-Hubert, donc honnêtement, on le garde. Les planques, pour l'instant, on va garder, libérer l'âme aussi, sort de protection aussi, donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on a 2, 4, 6, 8 cartes pour enquêter, 2, 4 cartes pour gérer des monstres. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas foufou. Mais bon, on va évidemment, on est dans Carcosa et à tout le moins pour les deux, enfin le deuxième scénario, et on va pas se permettre de gaspiller des XP, il nous faut les tenues élégantes pour pouvoir discuter lors du deuxième scénario. Donc ça, effectivement, c'est un peu dommage de prendre 2 slots du deck pour ces cartes au premier scénario, mais je vais pas me permettre d'utiliser de l'XP pour les rentrer au deuxième scénario. Donc les 2 tenues élégantes, c'est non négligeable, et du coup on a bien fait de virer les robes de la nuit éternelle. Bon, par ailleurs, ça coûte pas très cher, ça peut toujours tanker un dégât et une horreur. C'est toujours ça de prix. Par ailleurs, en matière de compétences, bon, évidemment, ce qui serait intéressant, c'est évidemment l'écran pour tout ce qui est le deck de rencontre, peut-être des tests en lien avec le premier scénario, mais aussi le flétrissement, potentiellement le rituel de recherche. Et à terme, peut-être suggestion. Donc l'écran, en plus, ça fait de la pioche, c'est toujours bien. Évidemment, la dextérité aussi, pour booster nos fuites et surtout pour booster notre attaque par derrière. Encore une fois, là, on sait qu'on va pas beaucoup échapper aux ennemis, mais quand on va le faire, il va quand même falloir se booster un minimum. Et par ailleurs, peut-être jouer entrée par effraction pour gagner des ressources. Ou alors, en tout cas, on a et entrée par effraction et dextérité pour venir booster l'attaque par derrière, ce qui ferait qu'on serait en mesure de faire des attaques à 8 contre 4, il me semble, pour le mot masque blême. Donc bon, c'est 4 en effet. Et on va dire que c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait envisager de prendre? Bon, les 100 peurs, il n'y a qu'une icône de volonté. C'est pas mal, mais bon, soigner une horreur, on a quand même pas mal de santé mentale. Avec un autre investigateur, je dis pas, mais avec Séphina, bon, on va éviter. Bon, les courages inattendus, c'est toujours utile. Regardez ça, c'est vrai on peut envisager de venir récupérer des ressources et regarder ça.
Après, bon, faut réussir avec une différence d'un ou plus. On est en difficile, on est avec Sefina, bon, à voir. Opportuniste, non. Présence d'esprit, réussir avec une différence de 2 ou plus, on va dire, au début, j'y crois pas trop. Preste, honnêtement, pour gagner en mobilité, c'est pas un luxe. Franchement, c'est pas un luxe. On l'a vu déjà sur Dunwich à quel point ça pouvait être utile. Et là, honnêtement, avec surtout ce premier scénario, encore une fois, où on est assez pressé par le temps, on va dire, avoir du mouvement de gratuit, c'est pas mal. Ça peut être intéressant, ça peut clairement s'envisager. Euh, Qu'est-ce qu'on peut? Défiance. Bon, honnêtement, on n'est pas parti sur un deck un peu orienté infaillible et tout ça. De toute façon, on n'a pas les cartes pour, donc non, pas de défiance, pas déferlement de puissance. Nos charges sont bien trop précieuses. Pas de carte désespérée. C'est vrai qu'on pourrait l'envisager avec Carcosa. Je ne m'étais pas trop posé la question, mais on va dire que le souci, c'est que si on les pioche en début de partie sans mulligan, ça fait quand même des cartes mortes jusqu'à ce qu'on ait une faible santé mentale. Donc non. Qui tout double, non. Même si je joue pas en tabou, non, non. Ouais. Ouais. Niveau compétence, on est pas mal. Bon, on a redépassé notre limite. Notre limite de cartes, sachant que on a 15 événements, c'est pas mal, 14 soutiens, 10 compétences, bon, faut virer 3 cartes, mais ce qui... ce qui est quand même pas trop mal. Après, je pense qu'il faut quand même affiner tout ça. Je pense clairement qu'on n'a pas besoin de 8 cartes d'enquête, surtout qu'on est en solo. En solo, des indices avec, enfin des lieux avec 2 indices dessus, ça c'est pas légion, il y en a peut-être un ou deux par scénario. Par ailleurs, le rituel de recherche n'est pas boosté, ce qui fait que va falloir utiliser des icônes pour le jouer. Alors que les icônes, c'est vrai que de volonté, sûrement, je préférais les jouer pour le DR et surtout pour le flétrissement pour essayer d'éviter les ennemis. Donc là, dans un aspect pour rationaliser mes icônes de volonté, je vais enlever le rituel de recherche, ce qui ne veut pas dire que je ne jouerai pas celui de niveau 2, parce que celui de niveau 2 a un plus 2 en volonté, et là déjà, c'est pas la même. De toute façon, encore une fois, la plupart des lieux auront un indice, donc avec la lampe torche pour les lieux à valeur occulte inférieure, ça va le faire. Parfois les outils de crochetage, et puis après, si jamais il y a des lieux à 4, 5, 6, bon, bah, l'attirer vers la flamme fera largement le taf. Ok, je découvrirai qu'un indice, mais au vu de la difficulté du test, avec 2 attirés vers la flamme, en espérant les piocher dans ma main de départ pour les mettre sous ses finas, moyennant le mot de pain et moyennant le fait de les piocher, il y a moyen quand même de l'utiliser plusieurs fois. Donc franchement, je pense qu'avec ces 6 cartes en enquête, je devrais m'en sortir sans trop de soucis. Du coup, ça remet quand même en question Libérer l'âme. Oui, il y a les icônes, mais il n'y a qu'un sort qui peut me permettre pleinement d'en bénéficier. Donc franchement, Libérer l'âme, je vais l'enlever, même s'il y a des icônes. Parce que pour l'instant, au niveau des icônes, on est comment? On a beaucoup d'icônes d'agilité, moins d'icônes de volonté. Ça, c'est un problème. C'est un problème parce que on veut quand même pouvoir faire des dégâts. Bon, après, vous me direz, on a la clé de Saint-Hubert et on a David Renfield. Donc bon, on va dire que c'est mineur. C'est pas mineur, mais on peut s'en sortir ainsi. Euh, ce qui, ce qui pourrait être intéressant, euh, du coup, bon, déjà, je pense que j'ai pas besoin d'autant de compétences, parce que là, je suis redescendu un peu bas en événement. Regardez ça, honnêtement, même si c'est une bonne compétence, avec une seule icône, je préfère pas. Euh, je vais, je vais rajouter un peu de mobilité parce que, encore une fois, en solo, et que ce soit sur le premier scénario où la carte est un peu étriquée et on aura du mal un peu à se mouvoir avec tous les ennemis qu'il y aura, mais d'autres scénarios, comme par exemple l'asile, avoir un poil plus de mobilité qui nous permettrait de faire un voyage astral, c'est pas mal, on va en mettre un. C'est pas énorme, un, mais franchement,
ça sera utile. C'est sûr et certain que ce sera utile. Déjà dans mon run avec les mystiques, cette carte Voyage Astral m'avait énormément servi sur Carcosa, donc clairement je la mets sans sourciller. Une carte qui est intéressante, qui est pas tant jouée que ça, je trouve, c'est Éviter de Justesse. Éviter de Justesse, du coup, qui, bon, d'une part me donne des icônes d'agilité pour l'attaque par derrière et pour effectuer des évasions, qui vont du coup booster aussi Prest, pour essayer d'avoir ce mouvement en plus. Mais en plus, si jamais je décide de la jouer, et d'avoir la jouer pour annuler une attaque d'opportunité, je vais avoir un plus 2 de compétences au prochain test. Ce qui fait que par exemple, si je suis avec le fameux émissaire royal, là, euh, je vais bouger pour pas perdre d'action, ou je vais poser un flétrissement pour pas perdre d'action, et derrière j'aurai un plus 2. Donc honnêtement, éviter de justesse pour moi, à, à tout point de vue, c'est un très bon événement à jouer avec Sefina. Même si par exemple sa capacité, le fait de prendre une carte sous elle ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Mais honnêtement, c'est une carte qui va pouvoir venir me booster et qui est assez flexible. Tantôt ça va pouvoir être 2 icônes d'agilité, tantôt ça va pouvoir être un boost sur un test X, que ce soit encore une fois pour l'attaque par derrière, pour le monosque blême, pour le flétrissement, pour gérer n'importe quel ennemi, voire même pour une enquête, si jamais je veux utiliser les outils de crochetage. Alors attention, je ne peux pas attribuer éviter de justesse lorsque j'enquête avec les outils de crochetage. Il faudra que j'ai subi une attaque d'opportunité auparavant pour pouvoir la jouer. Donc bon, faut voir. Bon, effectivement, l'exemple avec les outils de crochetage est un peu bancal parce que du coup, il faudrait que je accepte de me prendre une autre attaque d'opportunité quand j'utiliserai les outils de crochetage. Mais bref, vous m'avez compris, je pense que c'est une carte intéressante. Qui plus est, si elle est sous moi, moyennant le monde peint, je peux l'utiliser quelques fois. C'est une carte qui est intéressante. On a notre cible de 33. On a notre cible de 33. Est-ce qu'on pourrait améliorer ça? David Renfield, c'est un allié qui va pas rester en jeu toute la partie. Puisque bon, il aura des fatalités sur lui. Donc je vais tenter de rajouter un Léo De Luca comme allié, non pas Loni, comme allié pérenne, on va dire. Ce qui fait que en début de partie, j'essaierai de jouer David pour emmagasiner des ressources et y arriver. Et en fin de partie, essayer de jouer Léo pour profiter de son gain d'action. Alors effectivement, vous allez me dire, ouais, mais si tu pioches Léo d'abord et tout, bon, c'est pour ça que j'en mets qu'un, il y a moins de chances d'avoir Léo que d'avoir de David. Mais là, voilà, on commence à rentrer un peu dans on va dire, les choix qui sont plus sur notre manière de jouer, sur notre expérience de jeu. Encore une fois, c'est un principe qu'on dit tous aux personnes qui débutent ou qui sont pas forcément encore trop à l'aise. Mieux vaut avoir 2 exemplaires de chaque carte dans son deck, c'est plus facile à construire et ça donne une consistance, une cohérence. Alors cohérence, pas vraiment cohérence, mais en tout cas, ça donne de la consistance et ça donne une base solide au deck. Par rapport à quand on a des exemplaires uniques de cartes. Pour rentrer Léo, j'ai enlevé un outil de crochetage, parce que encore une fois, moyennant le mot de pain tiré vers la flamme, les 2 lampes torches, 3 charges chacune, voilà, sur les lieux à faible valeur occulte, ça devrait le faire. En plus, dans le deuxième scénario, on n'est pas censé enquêter sur les lieux tout de suite, donc on va dire que voilà, ça laisse, en termes de projection, la capacité de venir revenir sur ça de venir revenir n'importe. Bon, bref. On va dire, s'orienter différemment, envisager peut-être les outils de crochetage de niveau 1 si jamais finalement ça semble si utile que ça. Autre chose, bon, qu'on peut peut-être ajuster. On a quand même David, on a entrée par effraction, on a 2 planques. Bon, est-ce qu'on a besoin de tant de génération de ressources? Je ne sais pas. Je veux garder Renfield par rapport au boost de volonté. Je veux garder l'entrée par effraction par rapport à ses icônes, là où Planck n'en a pas. Donc on peut enlever au moins une planque, je pense. Et par contre, qu'est-ce qu'on rentrerait à la place de la planque? Ben, on est encore une fois en difficile. On va se reposer beaucoup sur le flétrissement pour attaquer. On va essayer de pas mal contrer le DR. Ça peut être intéressant d'envisager justement ces cartes là un peu là du genre coup dur comment on appelle ça déjà? L'étude des arcanes. On couvre les 4 stats comme ça. Après bon il faut choisir, c'est vrai que la force je l'utiliserai jamais.
je l'utiliserai jamais, jamais. Là où bah, l'intelligence, je peux être amené pour essayer de ne pas perdre mes outils de crochetage à l'utiliser. Est-ce que coup dur, alors oui, vous allez me dire, ça booste l'agilité, c'est intéressant pour attaque par derrière, pour fuir, etc. Après, si on regarde encore une fois mes icônes, j'ai beaucoup d'icônes d'agilité, mais j'en ai quand même vachement moins en volonté. Ce qui rend le coup dur peut-être pas si nécessaire que ça, sachant qu'encore une fois, bon, ça coûte de ressources. Le boost en force, je l'utiliserai jamais. Là où le boost en volonté, très très souvent. Pas à chaque phase de mythe, mais pas loin. Et si c'est pas la phase de mythe pour une carte rencontre, ce sera certainement par rapport à l'ennemi que j'aurais pioché pour le flétrissement. Euh, ouais. Ouais, on va pas prendre le coup dur, parce qu'on a quand même beaucoup d'icônes d'agi. Comme je dis, là, on est vraiment dans le peaufinage. C'est pas du tout. On n'est pas du tout dans des choix vraiment dimensionnés. Euh, c'est euh, c'est vraiment ma façon de jouer, moi comment je vois les choses, etc. Euh, Par contre, c'est vrai que du coup, je vais peut-être un peu regretter le fait d'avoir viré une planque, parce que si on veut vraiment pleinement jouer sur l'étude des arcanes, alors même si on n'en a qu'une copie, hein, on va dire que c'est pas essentiel l'étude des arcanes, mais c'est un bon apport. C'est pour ça que je le mets pas en 2 exemplaires. Je pourrais vraiment, mais c'est vraiment, c'est pas un luxe, mais c'est confortable. Parce que, encore une fois, les tests de volonté, bon, je serai à 6, donc pour ça, à 6, bon, c'est pas essentiel, surtout que j'ai quand même quelques icônes. Par contre, ce sera quand même bien de l'avoir pour certaines choses. Et surtout parce qu'au bout d'un moment, les icônes vont se tarir, alors que des ressources, j'en aurai. Mais du coup, si je pars sur l'étude des arcanes, et étant en solo, c'est vrai qu'il y a une carte dont on n'a pas parlé pour la génération de ressources. Évidemment, vous voyez à qui je pensais. On a loup solitaire. Je vais le mettre en 2 exemplaires pour l'instant. Euh, Encore une fois, là, c'est vraiment de la sensibilité de chacun. Entre planque et loup solitaire, qu'est-ce qui serait le mieux? Alors, le loup solitaire se rentabilise dès le 2e tour où il est posé. Il a une icône, la planque n'en a pas. Quand on va jouer le loup solitaire, bah, en fait derrière il va générer du cash, des ressources bah, tout le temps en fait. Donc ce sera pas embêtant on va dire. Alors que la planque, si jamais je veux la jouer, alors non, j'aurai une attaque d'opportunité. Alors ça peut aller avec éviter de justesse, mais là on commence à partir d'un truc trucoïde. La question ce serait quoi enlever pour pouvoir rentrer le loup solitaire. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on rentre le loup solitaire? On le rentre pour rentabiliser l'étude des arcanes. Après, vous allez me dire, oui, mais l'étude des arcanes, tu vas peut-être pas la piocher tout de suite. C'est vrai, comme il n'y a qu'un seul exemplaire. Et deux, encore une fois, je ne suis pas persuadé de devoir l'utiliser parce que oui, la volonté, c'est ma compétence principale. L'intelligence sera peut-être à la marge, mais bon, pas tant que ça. Après, j'ai beaucoup d'icônes d'agilité. Hum, Ça peut. Encore une fois, la force, on s'en fiche. L'intelligence, bon, c'est pas gênant. On va dire, voilà, si on se base sur cette stratégie d'essayer d'utiliser l'étude des arcanes, bah, l'attaque par derrière, je veux pas, l'entrée par réfraction non plus, c'est un peu compliqué. Surtout que déjà, voilà, j'ai déjà Léo en un seul exemplaire, les outils en un seul exemplaire, Planck en un seul exemplaire, Voyage astral. On tend un peu sur la corde là. Euh, bon, on part du principe que je veux mon loup solitaire dans ma main de départ. Parce que je veux pouvoir jouer mes choses rapidement, je veux pouvoir jouer ma clé de Saint-Hubert rapidement, je veux pouvoir jouer mon flétrissement rapidement. Donc je veux 2 loups solitaires pour l'avoir dans ma main de départ. Qui plus est, j'ai une icône d'agilité, c'est toujours utile. Euh, et le loup solitaire, a posteriori, dans un deuxième temps, si jamais je pioche mon étude des arcanes, me servira pour me booster. Donc le loup solitaire est incontournable. Le loup solitaire va me proportionner, on va dire,
À partir du moment où j'aurai l'étude des arcanes, potentiellement 2 icônes de volonté ou 2 icônes d'intelligence par tour. Auquel cas, je pense que j'ai enlevé le courage inattendu. Plutôt que cran ou dextérité, j'aurais pu enlever un cran et un dextérité. Bah non, en fait, pas de dextérité parce que l'étude des arcanes ne me le booste pas du tout. Donc non, j'aurais pu enlever les 2 crans, mais je préfère piocher. Je préfère clairement piocher. Et qui plus est, le courage inattendu, j'ai utilisé sur quoi? Sur du flétrissement, sur du deck de rencontre. Bon, bah l'étude des arcanes me booste dans les 2 cas. Pas sur de la force. J'aurais pu l'utiliser sur de la dextérité, mais on a, encore une fois, on a quand même 24 icônes d'agilité du coup maintenant, même si toutes ne seront pas utilisées, mais en vrai, euh, quelle icône d'agilité sera posée? Bah, celle du lot solitaire et celle de la tenue élégante. Donc en gros, j'ai 22 icônes d'agilité de disponibles. C'est énorme. Donc en fait, pour la fuite, je suis clairement tranquille. Et pour l'attaque par derrière, je suis quand même pas mal. Donc en fait, clairement, paradoxalement, le deck, là en l'état, est focalisé sur la volonté, mais a beaucoup plus d'icônes d'agilité, ça fait un peu, ça fait contrepoids. C'est, on se stuff, on s'équipe, on pose des choses pour booster sa volonté, pour pouvoir maximiser les icônes d'agilité derrière, pour pouvoir fuir, pour pouvoir gagner en tempo avec Prest, et pour pouvoir jouer l'attaque par derrière. Bon, c'est c'est un pari, mais je pense que le deck en l'état est assez intéressant, et je pense que ça peut se jouer. Donc on va en rester là. On va en rester là pour le deck. J'utilise l'appli ArcaneDB pour choisir ma faiblesse aléatoire, donc on verra ça au moment du, de la création de la campagne, avec le premier scénario. Mais bon, voilà, je pense que on a un deck qui est assez solide. Après, voilà, encore une fois, il y a toujours des susceptibilités. J'aurais pu mettre peut-être 2 études des arcanes, mais la priorité, c'est quand même pour moi de me stuffer. On voit que je suis à 15 événements, 15 soutiens. C'est bien. 15, je pense que c'est ce qu'il faut. 14, ça aurait pu le faire aussi, mais bon, je pense qu'on a un bon équilibre. On a surtout les sorts de protection qui vont quand même bien nous aider, notamment pour les spires de Carcosa, là, au début. Voilà, donc bon, quelques petites choses peut-être à discuter, l'étude des arcanes en 1 ou 2 exemplaires, le solitaire 1 ou 2 exemplaires, avoir enlevé les courages inattendus. Après, pour le reste, honnêtement, bon, je pense que il n'y a pas trop de difficultés ou de débats à avoir. C'est un deck, je pense, qui sera assez solide pour le renouveau de la route de Carcosa. Donc, concernant les améliorations, alors je vais pas vous donner, comme je viens de faire le deck, je vais pas vous donner des améliorations là comme ça, qu'est-ce qu'on va améliorer sur tel ou tel scénario selon tel ou tel XP. Je vais plutôt vous parler, voilà, j'avais anticipé ça évidemment, voir un peu quelles seraient les évolutions possibles pour Sefina. Et donc on va revenir sur sa dichotomie entre agilité et volonté, puisqu'on l'a vu, ce sont les 2 stats de Sefina, et ça a été déjà une grosse partie, un gros bloc de la discussion qu'on a eu sur la création du deck. En agilité, dans les améliorations, sur quoi est-ce qu'on peut compter? On a le montant l'air, qui va nous donner de la mobilité, qui va nous donner un plus 1 en agilité, ce qui va nous monter à 5, c'est pas trop mal. C'est un allié, bon, il pourrait peut-être venir remplacer Léo Deluca, pourquoi pas, si on voit qu'on galère un peu avec les ennemis, ou peut-être en tant qu'allié supplémentaire, moyennant un charisme, et du coup avoir d'un côté David et le montant l'air, ou David et Léo, et derrière mettre le montant l'air ou Léo quand David sera, on va dire, séché. Ça peut être envisageable, en tout cas, c'est peut-être pas essentiel au vu de la mobilité qu'on a déjà grâce à Prest et le voyage astral, mais on va dire que c'est toujours un soutien qui est intéressant, mais on viendrait un peu casser cette dynamique du premier deck qu'on a, de ce deck niveau 0, c'est-à-dire qu'on va poser des choses pour gagner en agilité alors qu'on a beaucoup d'icônes. On a suggestion qui est un peu la carte signature cachée de Sefina,
Là, je vous ai mis la version de niveau 1, mais il y a la version de niveau 4 dans la route de Carcosa classique. Celle-ci, la version de niveau 1 est dans le renouveau de la route de Carcosa. Suggestion qui va quand même nous permettre de bien échapper aux ennemis. C'est un peu l'outil de crochetage de Sefina. Surtout qu'il y a sur la version 4XP le fait d'annuler des attaques d'opportunité. Donc là, il y a peut-être matière à creuser pour enlever éviter de justesse et mettre suggestion de façon un peu plus pérenne qu'éviter de justesse. Après, voilà, il y a toujours cette discussion. Deux icônes d'agilité, événements, à voir, à voir, à voir. Mais aussi, il faut se dire que ben, c'est un sort, donc du coup, on pourrait peut-être venir jouer sur d'autres choses pour, par rapport au sort. Le vol à la tire, que effectivement je n'ai pas mis dans ce deck de niveau 0, parce qu'encore une fois, la fuite n'est pas forcément la chose que je privilégie, surtout sur ce premier scénario, ni le deuxième d'ailleurs. Par contre, c'est sûr que par la suite, on pense notamment à l'asile, où il n'y a pas tant d'ennemis chasseurs que ça, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Euh, on peut penser à d'autres choses, peut-être la poursuite de l'organiste aussi, dans les rues de Paris. Voilà, peut-être que le vol à la tire serait intéressant, surtout la version de niveau 2, parce que, bon, on a beaucoup d'icônes d'agilité, donc réussir avec des différences de 2 ou plus, ça peut être intéressant, et ça va pouvoir venir fluidifier Sefina. Alors attention, parce que il y a cette fameuse faiblesse de Sefina. C'est vrai que j'ai souvenir que Shep disait que piocher à Arkham c'était pas forcément toujours favorable, mais bon honnêtement sur le plan des investigateurs on s'en fiche. Par contre sur Sefina, si on commence à avoir une grosse pioche et qu'on chope l'étoile des Yad 3-4 fois dans la partie, ça va être, ça va être embêtant. Donc c'est vrai que la pioche, bon, à voir. On a aussi des brouillards qui seraient intéressants. Bon, voilà, on l'a déjà joué avec Jenny, hein, évidemment. C'est comme je l'avais dit sur la vidéo Instant Survie de Jenny, des brouillards, bah, ça a été une avancée, une amélioration incroyable pour les truands, hein, avec le fait de booster et l'intelligence et l'agilité. Alors, c'est bien. On a une bonne génération de ressources. Avec le loup solitaire, on a 2 ressources, donc on peut générer un +3 en agilité ou un +3 en intelligence. Franchement, ça faut à prendre en compte. À prendre en compte. Bon, après, l'intelligence est peut-être un peu perdue. Quoique, à voir. À voir, à voir, parce que l'intelligence peut booster les outils de crochetage, comme on l'a vu avec Jenny. Donc, ça peut être intéressant, sachant que Jenny, de base, était aussi à 6 en enquête, et Sefina est à 6 en enquête. Moyennant un montant l'air, je serai à 7. La clé de Saint-Hubert, je suis à 7 ou à 8 si j'ai aussi le montant l'air. Bon, ça peut s'envisager. Du côté de l'agilité, on a le rituel de recharge au niveau 2. Je vous l'ai dit, j'ai pas mis le rituel de recharge au niveau 1 parce que j'ai peur en fait d'utiliser trop d'icônes pour le booster. Alors vous allez me dire oui, mais t'étais à 6 en volonté avec la clé David. Encore une fois, on peut pas partir gagnant. Mais même à 6, si jamais on a un lieu à 4, on va au moins utiliser une icône. Donc bon, là, avec le rituel de recharge au niveau 2, l'aspect, on va dire, coût du sort, qui est quand même de 4, il y a aussi ça qui joue là, est gommé par le fait qu'on a ce fameux +2 de volonté, et qui va me permettre d'enquêter à 6 sur, peut-être à 8 si j'ai David et la clé de Saint-Hubert, et peut-être moyen en icône à plus. Donc là, effectivement, on commence à toucher quelque chose d'intéressant. Après, voilà, il faudra juste faire attention de bien enquêter en dernière action, de façon à éviter l'effet néfaste des symboles. Mais ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il y avait clairvoyance aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bah, clairvoyance fait des dégâts ou des horreurs, je sais plus, mais bon, c'est vrai que c'est moins impactant, ça a moins de conséquences que le fait de finir son tour si c'est en dernière action. Donc là, il faut jouer tactique avec le rituel de recherche, mais franchement, ça se fait. Bon, évidemment, bah, on a aussi suggestion en fait qui utilise la volonté. Ça, j'en ai parlé, on revient pas dessus. Si ce n'est que si jamais on décide de partir sur les sorts comme ça, à voir, hein. Si on décide d'avoir un flétrissement rituel de recherche, une suggestion, alors 3 sorts, ça fait quand même 3 sorts différents. Là, effectivement, libérer l'âme aurait pu être intéressant, en effet. Ou alors 2-2-2, je sais pas. Mais ça commence à faire beaucoup de soutien. Donc, bon. On peut avoir la tamée spirituelle, voilà, c'est si jamais on part sur les sorts, encore une fois, pour éviter d'avoir des icônes. C'est vrai que, encore une fois, dans cette logique du deck qu'on a au niveau 0, avec peu d'icônes de volonté, beaucoup de boost passif, bah, en fait, la tamée spirituelle vient très bien avec ce deck, puisqu'elle va nous permettre d'avoir un +2
pour un sort, suggestion, rituel de recherche, flétrissement, et du coup de pas avoir besoin de beaucoup d'icônes. Donc à voir, après ça prend une main, il y a déjà la lampe torche, un outil de crochetage. Bon. Après on peut très bien envisager d'avoir quelque chose pour enquêter dans une main et l'atomisme spirituel dans l'autre, peut-être en un exemplaire, pourquoi pas, ça peut jouer, ça peut être intéressant si on part là-dessus. L'étude des arcanes de niveau 2, si on voit que l'étude des arcanes de niveau 1 est utile, bah pourquoi pas inclure à tout le moins un exemplaire de celle de niveau 2 pour gagner de ressources. C'est dommage qu'on puisse pas avoir accès à celle de niveau 4 du pack de Jacqueline, mais peut-être même l'avoir en 2 exemplaires parce qu'on a quand même 2 icônes de volonté, 2 icônes d'intelligence dessus. Alors oui, ça fait cher payer les icônes, ça fait 2 XP, mais ça permet de l'avoir plus rapidement. Après, il faudra voir, est-ce qu'on gardera les 2 loups solitaires ou pas? Est-ce qu'on gardera la planque? Je sais pas. On va voir. On va voir, on va voir. Bon, il n'y a pas de chemin vraiment bien précis dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Je pense que je vais surtout voir en fonction de comment ça se passe sur les 2 premiers scénarios, parce qu'entre le premier et le deuxième, honnêtement, dépenser des XP, oui, ça se fait, mais le deuxième scénario est vraiment très particulier, avec toutes ces discussions, donc c'est vrai que c'est pas un scénario comme les autres. Donc c'est surtout, je pense, le deck va prendre une direction, va prendre un chemin à la fin du deuxième scénario en fonction des points d'XP que j'ai récupérés, de façon à s'orienter soit vers plus l'agilité, soit plus vers la volonté, ou un mix des deux. Allez, comme ça, par rapport au pool de cartes existant actuellement, je pense qu'on partira plus sur la volonté. Peut-être. Après, encore une fois, rien n'empêche de mixer un peu. Il y a la question d'adaptable aussi, là j'en ai pas parlé, mais adaptable, encore une fois, bah, c'est un must-have chez les truands. Ça peut être intéressant de l'avoir au moins en un exemplaire, peut-être, pour, si on part plus sur les sorts, pouvoir rentrer libérer l'âme à la place de planque, par exemple, parce qu'on aura les icônes et on aura la réduction pour les sorts et on aura plus de sorts. À voir. Tout ça se discute et on en parlera dans les prochaines vidéos. J'en ai terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors c'est un peu long pour un instinct de survie, mais bon, beaucoup d'entre vous souhaitiez voir le processus de création du deck, donc c'est une première, c'est vrai que je l'avais jamais fait avant avec vous. J'ai utilisé une technique de deck building qui en fait, on prend beaucoup de choses et on fait le tri, c'est une possibilité. Après il y a aussi le fait de tout simplement mettre les cartes qu'on veut de façon précise et ne pas forcément les mettre au début. Il y a aussi la possibilité de faire un deck building dégressif, c'est-à-dire partir du deck cible à 19, 29 XP et descendre. Là, je ne l'ai pas fait, peut-être qu'à posteriori, je le ferai pour Preston ou pour un autre. Là, je suis parti du deck de niveau 0 et j'ai pas fait de projection sur l'après, parce que, encore une fois, le pool de cartes aujourd'hui ne nécessite pas le fait de faire des plans sur la comète, parce qu'il est quand même assez restreint avec ce qu'on a. Donc, il n'y a pas 36 000 combinaisons, il n'y a pas de choses qui permettent de faire des combos de l'apocalypse. Donc, ça ne nécessite pas un deck building dégressif, sachant que voilà, selon votre niveau, on va dire que faire ce que j'ai fait, c'est intéressant, faire ce deck building, on va dire, par soustraction, est intéressant notamment pour les nouveaux joueurs parce que vous ouvrez les chakras, vous voyez plein de cartes, vous réfléchissez à qu'est-ce qui va bien avec lesquels, qu'est-ce que je peux poser, qu'est-ce qui peut renforcer quoi. Donc ça c'est intéressant je pense pour les nouveaux joueurs pour assimiler les cartes et pour essayer de visualiser comment ils vont jouer leur deck. Le deck building, on va dire inverse, additionnel, c'est-à-dire en mettant juste des cartes, ça, ce sera plus quand vous aurez un peu plus d'expérience, que vous aurez une idée précise de vers où vous voulez aller. C'est-à-dire, ok, je ne rajoute que les cartes dont je souhaite vraiment, et j'en suis sûr, quelque part. Et après, voilà, il y a cette question du deck building progressif. Je pars du niveau 0, je vais vers le deck cible, ou pas. En fait, je n'ai pas de deck cible, donc progressif. Deck cible niveau 0, et on s'adapte selon la progression, ou deck building dégressif, j'ai un deck cible à 19, 29 XP, ou 9 XP, et je viens en fait à chaque fois, de façon cohérente, de façon logique, retirer les cartes à XP pour choisir des substituts, des palliatifs de niveau 0. Voilà, c'était une vidéo un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses, que vous avez aussi constitué quelques petits decks de Sefina Rosso pour jouer
sur le renouveau de la route de Carcosa. Je vous souhaite à tous une bonne campagne si jamais vous décidez de faire un challenge équivalent au mien. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous de bonnes parties. Au revoir.